Merci Emmanuel, bonjour à tous. Alors il y a même 3 éco-organismes. Il y en a un troisième, ça y est. Puisqu'il y a Adelph, qui est une filiale de Citeo, qui est également agréée et qui intervient sur le secteur des emballages ménagers. Autant pour moi. Alors Citeo ou Adelph ou groupe Citeo, nous on existe depuis 30 ans. On a dans notre objectif d'accompagner nos clients à diminuer l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. C'est même dans notre raison d'être. Et on a pour cela un agrément de l'État pour pouvoir accompagner nos entreprises et gérer leurs responsabilités et l'énergie qu'ils ont en tant que producteurs. On a un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros, environ 40 000 clients, essentiellement français et européens, également asiatiques, mais on a une relation évidemment particulièrement étroite avec ces clients français et européens parce que c'est eux qui vont qui conçoivent et qui produisent leurs emballages soit en France, soit à proximité et qui agissent en responsabilité vis-à-vis de leurs consommateurs et puis à titre des obligations réglementaires et légales qu'ils peuvent avoir. Le premier service que l'on rend à nos clients, et donc aux 100 milliards d'emballages qui sont mis en marché chaque année, c'est d'assurer la collecte, le tri en vue du recyclage de ces emballages. Et pour cela, nous sommes en contrat avec les collectivités locales. J'imagine que Bertrand en parlera tout à l'heure, qui assurent ces opérations, évidemment en lien également avec les opérateurs. Donc ça, c'est vraiment l'ADN, l'historique et le premier service que l'on rend à ces entreprises clientes. Et puis ensuite, évidemment, on les accompagne sur les enjeux d'éco-conception, sur les 3 R finalement, pour améliorer la recyclabilité de leurs emballages, puisqu'il y a ces entreprises-là ont des engagements et il y a des contraintes légales et réglementaires. Également pour développer les filières de recyclage, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais ça marche et ça fonctionne plutôt bien sur pas mal de filières, mais autour du plastique, certaines filières sont très abouties, très matures, d'autres le sont moins. Et donc on a un travail et un engagement vis-à-vis de nos clients pour cela. Et puis également pour travailler sur la diminution du recours aux emballages à usage unique, le vrac, le réemploi. Ça, c'est des questions très, très importantes, sans oublier les nouveaux enjeux qu'ont les entreprises autour de la biodiversité, de la sobriété carbone, et les accompagner au titre des emballages ménagers, évidemment. Ça fait beaucoup de missions, effectivement. On va y revenir après. Patrick Bariol, l'éco est déployé par Valory, qui est une filiale du groupe allemand Reclay. Je prononce bien, Reclay. Hein, Reclay, oui, Reclay. Reclay. Reclay, voilà, c'est ça. Et non pas Reclay. L'éco-organisme a obtenu son agrément de l'État en 2018, hein, c'est ça. Vous vous définissez aujourd'hui comme c'est sur votre site internet, hein, donc je n'invente rien, l'éco-organisme des entreprises responsables. Mais c'est la même chose. Alors, oui, on a exactement les mêmes missions, on a exactement le même agrément que celui de Citeo. Alors, on n'a pas 30 ans d'historique en France, mais on a 20 ans d'historique en Allemagne. Et on est éco-organisme en Allemagne, en Autriche, au Canada. On vient d'ouvrir la Finlande, on regarde l'Espagne avec intérêt. Donc on est un groupe international et on se positionne au service des producteurs, des metteurs en marché internationaux. La REP ne s'arrête pas aux frontières françaises, mais tout ça est issu d'une directive européenne. Et les entreprises ont besoin d'avoir un partenaire qui peut les accompagner, alors en Europe, mais partout dans le monde, que ce soit pour les entreprises françaises qui vendent à l'étranger ou les entreprises étrangères qui vendent en France. Notre objectif, c'est d'apporter donc cette vision internationale, et puis c'est d'aller au-delà de la mission de l'éco-organisme en apportant du service aux metteurs en marché. Et dans tous les pays où on intervient, on est agréé en tant qu'éco-organisme emballage, mais on est aussi société de service pour accompagner les metteurs en marché sur toutes leurs missions. Ça peut être simplement les aider à déclarer ou à comprendre la réglementation dans les différents pays, qui est très complexe, parce que la directive européenne a été transposée en droit local et les règles peuvent être très différentes. Vous le disiez, en Allemagne, il y a 11 éco-organismes emballage parce que les éco-organismes sont des entreprises à but lucratif, ce qui est interdit en France d'être entreprise à but lucratif. Les modes de déclaration sont très différents, c'est très très détaillé, très compliqué en France. On va essayer de simplifier un peu, de contribuer à simplifier, alors que c'est peut-être sursimplifié dans d'autres pays. Il y a sans doute un juste milieu à trouver. Et on accompagne également les entreprises sur la recyclabilité de leurs emballages, comment améliorer sur les produits actuels et les futurs produits. J'y reviens, quelle est la réglementation, quelles sont les règles. Donc le but, on est en effet
concurrents, mais dans le monde des éco-organismes, je dirais plutôt qu'on est complémentaires et on va se positionner pour apporter des services, en particulier à d'autres secteurs que le secteur traditionnel de l'alimentaire, qui représente 60% des mises en marché d'emballage. Donc on a un certain nombre d'adhérents du secteur alimentaire, évidemment, mais aussi beaucoup d'autres secteurs, et en particulier du e-commerce, des équipements électriques et électroniques, de la cosmétique, du textile. C'est très vaste. Et les problématiques des emballages des pots de yaourt, ce n'est pas les mêmes que des ordinateurs. Et il y a besoin d'avoir une attention particulière, en particulier pour tous ces autres producteurs. Donc, évidemment, il y a des recoupements entre nous. Mais je pense qu'on ne sera pas trop de 2 éco-organismes sur le marché français, qui va représenter de l'ordre d'1 milliard d'euros. De 3 éco-organismes, si j'ai bien compris. De 3 éco-organismes, c'est vrai que voilà, mais Adelph est une filiale à 100% Citeo. Et peut-être bientôt plus. Et peut-être bientôt plus, peut-être pas 11, je ne sais pas, comme en Allemagne, mais pourquoi pas. Juste quelques grandeurs caractéristiques de l'éco aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas comparable, hein, mais qu'on voit un petit peu où vous en êtes aujourd'hui sur le territoire français. On avait 80 clients, 80 adhérents en 2020, 850 en 2021, et on approche les 60 000 adhérents du fait de la loi AGEC. Alors expliquez-nous, parce que là, vous avez surfé habilement sur la mise en conformité des vendeurs tiers. Il faut que vous nous expliquiez ça, qui vendent sur les places de marché. C'est ça. Alors, oui, on peut dire surfer, on est né en même temps que la loi AGEC. Donc, en fait, on a dans notre ADN toutes les directions de la loi AGEC qui comprend plein de choses, et en particulier la mise en conformité des vendeurs tiers. Donc, tous ces vendeurs qui vendent sur les places de marché, Amazon, mais pas seulement, et qui n'étaient pas en conformité, qui ne s'acquittaient pas de leur éco-participation jusqu'à présent. Ils auraient dû le faire, mais voilà, ils passaient à travers la réglementation. Et ils ont choisi de venir massivement chez l'éco, il y en a aussi chez Citeo. Pourquoi Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 2 choses. On a un certain nombre d'accords avec un certain nombre d'intermédiaires qui ont l'habitude d'aider les entreprises dans leurs importations sur le marché français. Et ça, c'était une obligation supplémentaire. Donc voilà, ce sont nos partenaires. Et puis, d'autre part, on a une interface digitale qu'on a construit en construisant l'entreprise. Donc c'est très simple d'adhérer chez l'éco et on se met à leur service. Donc ils sont massivement venus chez nous, comme ils sont allés aussi dans les autres filières, parce qu'ils doivent venir pour l'emballage, mais parce que c'est un équipement électrique, parce qu'il y a des piles, parce que... Donc il y en a plus de 55 000 qui sont venus chez nous. Et ça continue et on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Parce qu'il y a énormément de petites entreprises qui vendent en France et qui passent au travers de la réglementation. Je crois d'ailleurs que je vais passer la parole à Julien Dubourg à nouveau, puis après on fera témoigner notre écosystème présent aujourd'hui. Julien Dubourg, il faut rappeler pour ces vendeurs tiers, puisque vous en accueillez aussi, bien entendu, il y a un minimum d'éco-contribution de 800 €, je crois, quelque chose comme ça, ou 80 ou 800, je ne sais plus. 80 Alors, en ce qui nous concerne, on a effectivement un forfait pour les plus petits metteurs en marché. C'est vrai pour les vendeurs tiers, comme pour tout metteur en marché présent en France ou en Europe, quoi, toute entreprise. En dessous de 10 000 UVC, parce qu'il faut bien comprendre que Patrick évoquait la complexité de la déclaration qui est liée à la réglementation, en grande partie. Pour ces petites entreprises, c'est très compliqué d'avoir une juste et une bonne traçabilité. Donc il y a un forfait pour les plus petites entreprises qui mettent moins de 10 000 UVC produits, donc unité de vente consommateur sur le marché, et d'avoir une déclaration au forfait. Et ensuite, il y a d'autres systèmes de déclaration simplifiés, notamment sur le secteur du e-commerce et pour les vendeurs tiers, de façon à simplifier autant que possible, jusqu'à une certaine taille évidemment, les modalités de déclaration. Tout simplement, enfin, je veux dire, quelqu'un qui vendrait des cartes de Noël dans des enveloppes et envoyer le tout dans des petits cartons à ses clients, il en vend 500 en 2022. Il va avoir un forfait de 80 €. Exactement. Aucune complexité pour lui, il adhère et il a un forfait de 80 €. Auprès d'un éco-organisme, d'accord. Donc, il n'y a plus de trous dans la raquette grâce, entre guillemets, ou à cause de la loi AGEC. L'objectif, c'est qu'il y en ait moins, oui. Sur ce secteur-là, en tout cas. Rappelez-nous, Julien Dubourg, le mode de financement des éco-organismes, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a quelque chose aussi avec l'éco après, derrière. Bien sûr. Alors peut-être le mode de financement, c'est évidemment par les contributions qui nous sont versées par les entreprises. Il faut comprendre un petit peu le modèle principal qui régit la responsabilité élargie du producteur sur les emballages ménagers. C'est qu'en tant que société agréée, donc les entreprises nous délèguent leurs obligations de gérer la fin de vie de leurs emballages. Et le modèle principal, c'est que
on finance les collectivités locales de façon à couvrir 80% des coûts optimisés du dispositif. Alors ça paraît un petit peu abstrait, et ça l'est d'ailleurs, mais l'objectif est que les metteurs en marché ne financent pas nécessairement les coûts réels, mais le meilleur rapport coût-efficacité du dispositif, et ensuite on finance les collectivités locales sur cette base. Et c'est ce qui régit finalement les contributions qui nous sont versées par les clients et le dimensionnement du tarif. Donc ça c'est vrai aujourd'hui sur les coûts de la collecte sélective. C'est ce même type d'approche. Ce coût est issu d'une concertation, notamment entre les metteurs en marché, les collectivités locales, les opérateurs, de façon à arriver à ce... Je ne sais pas si on doit parler de consensus, mais en tout cas d'arriver à ce coût de référence. Donc c'est aujourd'hui le cas pour la gestion du bac jaune, le coût du bac jaune en quelque sorte. C'est également le cas, la même approche qui est prise sur les déchets abandonnés ou la collecte et la généralisation par foyer par les collectivités territoriales. Je crois que ce qui est collecté, enfin ce qui est perçu en termes d'éco-contribution, c'est 75% des budgets totaux des collectivités territoriales. Je m'adresse à vous, Bertrand Bohin, et le reste, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors en fait, les emballages, on a un financement de la part de Citeo, mais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères finance les emballages, finance les déchetteries, finance les ordures ménagères résiduelles et finance, entre guillemets, tout le service. Ça, c'est la base. Pour rebondir sur ce qu'a dit Julien il y a quelques instants, sur les accords, sur les coûts nets de référence, c'est vrai que c'est un peu technique aujourd'hui, tous ces éléments-là. Surtout faire de la pédagogie, effectivement. Ouais. En fait, comment ça fonctionne aujourd'hui? L'État a défini un cadre, un arrêté avec un cahier des charges et les éco-organismes répondent en répondant au cahier des charges simplement. S'ils ont, entre guillemets, les lignes qui vont bien dans le cahier des charges, on leur donne un agrément pour répondre aux obligations des metteurs en marché, entre guillemets. Donc les metteurs en marché que vous êtes, qui mettez des produits emballés, vous devez obligatoirement signer avec un des des trois, parce que Adelph est une filiale de Citeo, mais vous devez signer avec un des trois éco-organismes en place. Une fois que vous avez signé, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous financez en amont. Et après, vous pouvez toujours améliorer la qualité de vos emballages, étant donné qu'il y a des distinctions entre les éco-contributions en fonction de l'impact environnemental. Et c'est ça l'intérêt de la filière, c'est qu'un produit recyclable sera moins cher qu'un produit non recyclable. Ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, il y a des particularités. Un produit plus léger sera aussi moins cher qu'un produit plus lourd, parce que forcément, quand c'est plus léger, quand on le mettra dans la poubelle, ce sera aussi plus léger. Et comme les coûts sont souvent à la tonne, ça fait aussi faire des économies. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Ensuite, une fois que vous avez financé, Citeo reverse aux acteurs de terrain qui font la collecte sélective et le tri. Alors, ceux qui ont la responsabilité réglementaire, ce sont les collectivités locales. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit Citeo reverse. C'est-à-dire c'est le seul qui reverse encore aujourd'hui. Effectivement. Alors, je voudrais qu'on ait un complément de votre part, Patrick Bariol, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'ECO n'avait pas la possibilité, je crois, de reverser directement les éco-contributions aux collectivités locales. Vous reversiez à Citeo qui reversait. C'est bien français, ça, quand même. Non, alors oui, c'est bien français, mais c'est assez bien fait. Il me semble que c'est ça, j'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est une des choses qui est justement assez bien faite, c'est que notre cahier des charges prévoit qu'il y ait plusieurs éco-organismes et prévoit un système d'équilibrage financier. Donc, du fait de notre jeunesse, on n'a pas encore eu la possibilité de contractualiser directement avec les collectivités locales. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Et donc, mais on finance déjà en partie à hauteur de notre part de marché amont. La part de marché amont, c'est quoi? C'est la part de marché des mises en marché d'emballage des producteurs qui sont chez nous. Et donc, on finance au prorata de cette part de marché amont les collectivités, mais on ne le fait pas directement via les contrats avec les collectivités aujourd'hui. On le fait au travers d'un système d'équilibrage et c'est Citeo qui a les contrats. Demain, il y a un équilibrage qui devra... Enfin, on aura des contrats directs et il y aura toujours un équilibrage parce qu'on ne sera jamais exactement... Et dans les filières où il existe une concurrence, ça se passe très bien, il y a cet équilibrage. Et on apportera des services à la fois équivalents et peut-être aussi différents en fonction des attentes particulières des collectivités. Alors on va y venir, effectivement. Bertrand Bohin, je reste avec vous et après, je vous promets, je vous passe la parole, madame, monsieur. Vous travaillez aujourd'hui, vous, Cercle National du Recyclage, avec Citeo et l'ECO et Adelph. Vous travaillez avec les trois. Est-ce que vous arrivez à, je ne sais pas, à vous y retrouver d'abord? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est une aide véritable pour vous? Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui fait l'intérêt? Sur le terrain,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, le dispositif n'existe que pour Citeo et DAL vis-à-vis de la contractualisation. Les collectivités contractualisent, font le travail avec les opérateurs. On en discutera avec Françoise tout à l'heure. On recycle aujourd'hui 72% des emballages mis en marché. C'est un chiffre important pour dire que c'est fait sur le terrain. Ce que vous triez chez vous, on trouve des débouchés avec les opérateurs de collecte et les opérateurs de recyclage pour recycler 72%. C'est le chiffre de 2021. Voilà, c'est le dernier chiffre. Et ça monte toujours. Ça monte. Ça continuera de monter puisqu'on va finir l'extension des consignes de tri à tous les emballages au 1er janvier 2023 ou quelques mois après. Enfin, ça va être terminé d'ici peu. Donc ça continue à monter. Sur les plastiques, ça continue à monter. Et donc, on travaille essentiellement avec Citeo qui nous finance par rapport à l'atteinte de résultats. Hein. C'est un peu le concept. Après, sur certains aspects, on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce que Citeo nous propose sur le terrain. On nous oriente un peu sur certaines solutions, mais nous, on n'est pas forcément d'accord. On est plutôt en recherche de performance. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Oui, il y en a, mon Dieu, beaucoup. Alors, il faut en trouver un. Alors, un, c'est la fréquence de collecte. Nous sommes responsables, par exemple, d'organiser le service de gestion des déchets. Et c'est vrai que quand on passe toutes les semaines, c'est plus cher que quand on passe une semaine sur deux. Pas 2 fois plus cher, hein. C'est un peu plus cher, de toute façon, il y a beaucoup de coûts fixes, etc. Et donc, pour faire des économies, Citeo nous propose souvent sur le terrain de passer une semaine sur 2. Mais nous, on se rend compte sur le terrain, quand on passe une semaine sur 2, quand la poubelle est pleine, eh ben, les autres emballages, ils vont dans l'ordure ménagère résiduelle et donc ils ne sont pas recyclés. Absolument. Alors nous, on dit, bah non, il n'y a pas de règle générale. Laissez les collectivités choisir en fonction de la fréquence et de la dotation, ce qu'on appelle la taille des poubelles. Plus on a des grosses poubelles, plus on peut attendre. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de place chez les habitants, donc on met des petites poubelles, donc il faut passer plus régulièrement. Tout ça toujours dans le principe d'obtenir le meilleur service. Et c'est là qu'on n'est pas forcément d'accord avec Citeo. Julien a dit le meilleur rapport coût-qualité, entre guillemets. Mais d'un côté, il y a plus un rapport coût bas et qualité intéressante. Et nous, on est sur un rapport plutôt très bonne qualité et coût, bien évidemment, plus élevé. Parce que vous devez le service aux citoyens. Parce qu'on a vraiment un intérêt très environnemental et que, de toute façon, dans le dispositif de collecte sélective et de tri, malheureusement, plus on collecte, plus on recycle, plus c'est cher. Alors, Julien Dubourg, je vous laisse répondre, et puis Patrick Bariol aussi sera invité à répondre. Bien sûr, merci. Je précise sur les collectivités locales, on les a toutes en contrat, mais ça fait depuis l'agrément de l'ECO que les collectivités locales ont le choix d'aller d'un éco-organisme à un autre. Effectivement, c'est des choses qui pourraient arriver. Jusqu'à présent, on les a toutes en contrat. Il y a effectivement cette recherche d'optimisation. Alors, je crois qu'on est, Bertrand, tu me dis si je me trompe, mais on est parfaitement aligné sur l'objectif de performance et de développer le taux de recyclage. On a évidemment toutes les parties prenantes avec lesquelles nous discutons cela chevillé au corps. Et effectivement, il y a un enjeu de maîtrise des coûts. Et donc, c'est un jeu subtil entre avoir le bon service et optimiser les coûts. Je ne sais pas s'il y a de grands désalignements, c'est toujours des sujets de discussion, mais c'est vraiment l'objectif de trouver le meilleur compromis entre ce sujet d'optimisation et de rationalisation des coûts, ou de maîtrise des coûts plutôt, sachant que il y a des coûts qui sont en augmentation très sensible, hein, ça a plus que doublé en 10 ans. Mais parce que la performance est là. Les gisements ont monté, exactement. Bien sûr. Et qu'il y a des nouveaux enjeux à adresser aussi, sur lesquels il faut avoir une logique d'optimisation et de maîtrise des conditions financières. Patrick Bariol, alors est-ce que c'est un cadeau d'aller chercher des collectivités locales pour avoir le même problème finalement à gérer? Alors oui, enfin la même problématique, c'est pas tellement des problèmes. Je pense qu'il faut trouver des solutions en fonction des territoires. Et autant, il y a des choses qui doivent être uniformes, que les bacs soient jaunes partout en France. Ce serait bien. C'est une bonne chose. Chez moi, le bac n'est pas jaune et j'habite à 20 km de Paris. Donc il y a des choses à améliorer. Et ensuite, ce que demandent les collectivités, c'est en effet qu'on prenne en compte leurs spécificités. Quand on est des collectivités au bord de l'océan, c'est pas pareil que quand on est une collectivité en montagne. Le milieu urbain est différent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut s'adapter, il ne faut pas être il faut s'adapter, il ne faut pas être trop rigide. Ils ont besoin qu'on comprenne quelles sont leurs spécificités et qu'ils n'aient pas simplement à appliquer la règle. Donc voilà. Encore une fois, on n'a pas encore de contrat avec eux, on discute beaucoup avec eux et ils voient l'arrivée d'un autre acteur avec envie
Ils se disent qu'ils pourront peut-être faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire jusqu'à aujourd'hui. En revanche, évidemment, il faut respecter les règles, il faut respecter les budgets. Il ne s'agit pas d'exploser. Mais il faut les écouter. Ils ont besoin d'être écoutés, comme les producteurs ont besoin d'être écoutés. Et c'est pour ça qu'on a commencé dans la stratégie. C'était très difficile de contractualiser déjà, puisque il faut dénoncer les contrats avant une certaine période. Donc, vu notre jeunesse, on ne pouvait pas. On va pouvoir commencer à le faire 2023-2024. Quand vous parlez des producteurs, vous parlez des metteurs en marché. Des metteurs en marché, ben, c'est ça. Ceux qui emballent les produits. À Jean-François Gonidec, pardonnez-moi Madame Weber, j'inverse un petit peu l'ordre des questions. Vous êtes vice-président de Cosmed, donc regroupant les metteurs en marché de l'univers de la cosmétique. Pas tous, mais une grande partie quand même. Hein. Cosmed, c'est 1000 entreprises, 1000 petites et moyennes entreprises de la cosmétique engagées. Et effectivement, nous les représentons. Alors, des emballages, vous en produisez. Hein, vos adhérents en produisent beaucoup. Quel est l'intérêt pour les metteurs en marché d'avoir plusieurs éco-organismes? Je dirais de façon simple, nous aimons travailler avec Citeo et nous supportons l'éco, et je vais expliquer pourquoi. Supporter au sens d'être supporter ou de supporter comme on est obligé de supporter? D'encourager. D'encourager. En fait, je crois qu'on sera tous d'accord de dire que les deux enjeux que l'on a devant nous, globalement, c'est bien sûr la maîtrise du rejet de CO2, mais c'est aussi le recyclage des matières premières. Dans ce recyclage des matières premières, nous avons une épine dans le pied, c'est le plastique. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que 30% du plastique est recyclé en France. C'est très très faible. Et c'est le dernier chiffre, lui aussi. Deuxième élément, il faut savoir que la réutilisation par les industriels de ce plastique récupéré, ce qu'on appelle ce plastique recyclé, il est utilisable uniquement dans le cadre aujourd'hui d'un tri mécanique. Toutes les matières premières plastiques teintées posent un vrai problème de recyclage puisqu'ils ne sont pas utilisables sur en fait des hautes valeurs ajoutées, les eaux minérales, la cosmétique, les emballages alimentaires de façon générale. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, une très très bonne nouvelle, c'est que les filières de dépolarisation qui étaient développées... De dépolymérisation, je me permets de répéter pour qu'on ait bien tous en tête. Qui étaient développées par beaucoup d'acteurs, sont en train d'arriver au stade industriel. 3 acteurs vont intervenir dans les années à venir, et quand je dis les années à venir, c'est dans 2 ans. Loop Industries, canadien, qui est en train de construire une usine en France. Access IFP, tout le monde connaît l'IFP. Et puis un petit troisième qui s'appelle Carbios. Les 2 premiers travaillent sur la dépolymérisation chimique. Le troisième travaille, en fait, Carbios travaille sur la dépolymérisation enzymatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les années à venir, on va avoir des usines de dépolymérisation en amont des usines de plastique. En amont des usines de polymérisation. Et ça nous donne un enjeu majeur. De création, enfin, je veux dire, d'augmentation des gisements. Tout à fait. D'utilisation, donc en gros, de 100% des plastiques qui seront récupérés, puisque le problème de la teinte, le problème des corps étrangers ne sera plus un problème. À partir de là... Est-ce que ce n'est pas un peu trop optimiste comme vision? Non, non, parce que clairement, l'industrie plastique va avoir tout à fait intérêt à le faire. Il va le faire très très vite. Certainement. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, toutes les filières de récupération vont devoir être structurées européennement. Pourquoi? Parce que l'industrie du plastique aujourd'hui, comme beaucoup d'industries de matières premières, elle n'est pas gérée par pays, elle est gérée par continent. Et donc c'est un enjeu majeur de trouver en fait un moyen. Et je reviens à mon propos initial. Pourquoi donc, en fait, pourquoi que viennent faire les éco-organismes? Tout simplement parce que ce sont les organismes collecteurs. Et par essence, ils vont devoir s'adapter à cette réalité-là. Et on pense que l'alliance entre plusieurs acteurs, Citeo aujourd'hui, qui a la connaissance vraiment du marché français en termes de recyclage, et l'ECO qui a une vision plus internationale, mais aussi qui contribue à 2 cultures différentes, la culture française et la culture allemande. La culture française, elle est née en fait du verre et elle est née du recyclage. Okay? La culture allemande, elle est née de la réutilisation, liée en fait aux eaux minérales et liée à la bière. Et il va falloir concilier ces 2 cultures dans cette logique de plastique. C'est un enjeu majeur et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on encourage et qu'on supporte autant Citeo qu'on supporte aujourd'hui l'éco. C'est l'enjeu
vraiment Ouais, ouais, majeur pour s'adapter en fait à cette filière du plastique qui doit progresser. Je le dis simplement parce qu'il faut être tout à fait conscient que le plastique aujourd'hui, c'est le déchet qui a le plus d'impact sur la biodiversité. On a aujourd'hui sur les mers et sur les terres des impacts significatifs. Donc notre intérêt au recyclage et à la réutilisation est un enjeu majeur en fait pour la planète. Merci pour ces propos transparents et presque courageux, j'allais dire, courageux, puisque vous expliquez très clairement que vous attendez effectivement de la concurrence un travail sur l'intégration de ces nouveaux modes de recyclabilité. Voilà. Et justement, ça nous amène à vous, Françoise Weber, puisque vous représentez les recycleurs. Tout à fait. On imagine bien que ces usines nouvelles intéressent vos adhérents. Alors, tout à fait. Nous travaillons donc avec les éco-organismes de manière indirecte sur cette filière, puisque nous sommes prestataires de services des collectivités locales, à la fois pour toute la gestion des centres de tri, mais aussi pour la reprise des matières issues du tri de ces centres de tri. Comme vous l'avez indiqué, monsieur, il y a effectivement une problématique générale importante maintenant sur le plastique. Et sur le taux de recyclage du plastique qui est relativement faible encore et qu'il faut vraiment, dans lequel il faut trouver de la performance. Et là, on va être amené à travailler de plus en plus en direct, je dirais, avec les éco-organismes. Et nous, qu'on ait un ou plusieurs éco-organismes, puisque c'est le thème de cette table ronde. Oui, c'est ça, j'allais dire. Pourquoi est-ce que vous dites... Ça nous va bien, ça nous va bien. D'abord, c'est la loi, donc de la pluralité, donc faut mieux que ça nous aille. Et puis en plus, la concurrence n'est jamais en soi-même quelque chose de néfaste. Donc finalement, nous, on n'a pas, je dirais, d'antagonisme par rapport à ça. Bon, écoutez, ça c'est dit, mais quand vous dites on va devoir travailler beaucoup plus en direct avec les éco-organismes, que voulez-vous dire précisément? Alors justement, la loi à l'heure actuelle a évolué et sur toute cette fraction plastique qui avait des difficultés à être recyclée, mais pas que d'ailleurs, on est amené à reprendre ces matières en direct avec les éco-organismes, auprès des collectivités locales, pour en assurer aussi la gestion. Alors là, c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est vraiment le cadrage de ces opérations pour qu'on puisse conserver ce qui fait la valeur ajoutée de nos métiers. C'est quoi la valeur ajoutée de nos métiers? C'est de trouver et de développer des filières innovantes de recyclage. C'est de préparer une matière, finalement, pour une entreprise qui va la reprendre. Donc c'est vraiment un lien indéfectible. Quand vous travaillez une matière pour la reprise en recyclage chimique, vous la préparez d'une certaine façon. Quand vous la préparez pour du recyclage mécanique, suivant les différents types de résines, par exemple, que vous allez travailler la travailler de différentes façons. Et nous sommes très attachés au fait de pouvoir conserver ce lien avec les filières de reprise parce que c'est notre ADN. Donc c'est vraiment ça notre credo. C'est là où il faut qu'on travaille encore avec les éco-organismes pour vraiment articuler nos prestations avec eux de manière à conserver cette puissance d'innovation qu'a eu la France jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'il y a la notion de coût qui résonne derrière tout ça. Alors oui, il y a forcément une notion de coût. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'investir très fortement dans ces nouvelles filières. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a la notion de choix des meilleures filières. C'est-à-dire que quand je vous entendais parler du recyclage chimique, le recyclage chimique a tout à fait sa pertinence, mais attention, le recyclage chimique va quand même enlever une partie, va pas vous rendre 100% de ce que vous mettez dedans. Donc il y a des performances à regarder par rapport au recyclage mécanique. Et finalement, il y a des résines qui se recyclent très bien en recyclage mécanique. Il serait dommage, vous voyez, d'aller perturber. Comme par exemple le PET. Le PET. Un PET clair, voilà. Il serait tout à fait dommage d'aller perturber ces filières-là. Par contre, on a effectivement des résines qui sont en déficience de filière, où là, le recyclage chimique peut tout à fait avoir sa pertinence. Mais pour créer une unité de recyclage chimique, il faut apporter du feedstock. Il faut lui donner à manger à cette usine. Il faut lui promettre des tonnages. Voilà. Alors, il faut lui promettre des tonnes, à la fois d'ailleurs de l'emballage, mais aussi, pourquoi pas, d'autres filières. Parce que finalement, l'usine, ce qu'elle veut, c'est pouvoir produire à partir de composés post-consumer. Voilà. Me permet pour illustrer, une usine aujourd'hui dépolarisation, Jean-François Godinet, oui. c'est entre 30 000 et 50 000 tonnes
de production en fait, de résine. Donc, ce qui veut dire probablement 80 000 tonnes de déchets à l'entrée. Donc, effectivement, il faut les amener. Voilà. Minimum pour fonctionner. Voilà. Donc il y a la notion de bilan environnemental, il y a la notion de filière concurrente, où finalement on va regarder ce bilan environnemental, et puis il y a la notion de complémentarité, je dirais, des filières par rapport aux objets du recyclage, par rapport aux résines quand il s'agit du plastique ou autre. Voilà. Quand on dit Bertrand Bohin veut faire venir des gisements d'autres secteurs que celui de l'emballage. C'est déjà prévu, puisque je sais qu'il y a la filière textile, qu'il y a beaucoup de vêtements en polyester, c'est du plastique, de manière très assez claire. Mais outre la complémentarité, Françoise, moi j'étais plus sur une hiérarchie. Effectivement, il faudrait qu'on la marque, cette hiérarchie. Favoriser en premier le recyclage mécanique. Et pour ce qui n'est pas recyclable mécaniquement, on va vers le chimique. Ça me ferait mal au cœur qu'on ait monté des grosses filières de recyclage qui sont performantes aujourd'hui et qui ont un coût environnemental, entre guillemets, faible comparé au recyclage chimique. Amorti, en et tout qu'on cas, leur dit, puisque j'ai besoin de tonnes, sinon je ne sors pas de terre, alors je vais d'abord prendre des trucs qu'on sait recycler mécaniquement, mais je peux les manger chimiquement, donc c'est pas de problème. Et puis je vais y greffer des trucs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ça servirait à rien. Ça ferait émerger des belles entreprises. Mais ça foutrait le recyclage mécanique en l'air. Ça mettrait le recyclage mécanique en l'air. Exactement. Alors, quel peut être le rôle des éco-organismes dans tout ça ? Julien Dubourg. Il y a un rôle tout à fait concret. Françoise l'évoquait tout à l'heure, parce qu'effectivement... Pour le coup, c'est compliqué quand même, parce que vous devenez opérationnel. Exactement. Le cadre réglementaire a évolué, puisqu'on était dit jusqu'à présent financier. Alors ça parle pas forcément, mais effectivement, en prestant indirectement. Mais on l'a dit tout à l'heure, le sujet numéro 1, et Jean-François en parlait, c'est le plastique et de développer absolument les filières de recyclage plastique. Et donc pour cela, le cadre réglementaire a évolué. Et ce qui permet aux éco-organismes de pouvoir récupérer une partie de cette portion de plastique qui n'a pas forcément de filière de recyclage bien établie, d'en assurer le surtri et puis de financer le développement de la filière de recyclage. Et très clairement, évidemment, le recyclage mécanique a toute sa place. Le recyclage chimique a un intérêt dans certains cas. L'objectif, c'est évidemment l'optimum environnemental et de développer les filières de recyclage qui ont la meilleure performance environnementale. Il faut évidemment laisser sa place aussi à l'innovation de façon à voir ce que ces nouvelles filières peuvent faire. Mais il faut absolument, effectivement, préserver les filières de recyclage bien établies aujourd'hui. Et quand on dit laisser la place à l'innovation, ça veut dire que vos recycleurs vont investir sur fonds propres pour innover ? Oui, alors c'est vraiment fondamental. Il faut, si vous voulez, conserver la richesse du tissu industriel français. Combien y a-t-il de recycleurs en France ? 180 ? Oh là là, Non, je dis un terme. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, pardon. Il y en a beaucoup plus que ça. Vous avez des on oublie mon chiffre, excusez-moi, c'est pas bon. Vous avez plusieurs centaines d'entreprises. Que sur les plastiques. Voilà. Mais vous avez des petites entreprises, des moyennes entreprises. Vous avez toutes sortes de tailles d'entreprises. Et vous avez des entreprises qui, parce qu'elles vont capter la matière, parce qu'elles vont avoir des contrats, vont finalement toute la journée chercher, je dirais, comment développer, comment innover, comment aller plus loin, parce que c'est leur métier, et puis c'est ça qui crée leur richesse, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Et donc il faut animer, il faut motiver, il faut développer et orienter aussi. Orienter, bien sûr. J'imagine bien qu'il faut orienter pour que tout le monde ne développe pas sa propre solution dans son coin. Alors, voilà. De toute manière, le marché lui-même rationalise quand même au bout d'un moment. Oui, mais enfin, si on laisse un peu tout le monde aller... Patrick Bariol, les Allemands ont la réputation d'être relativement ordonnés dans ce qu'ils font. Est-ce que vous pourriez apporter quelque chose comme ça un petit peu chez nous ? Oui, alors je veux dire en termes d'orientation des nouvelles filières. Oui, alors on insiste beaucoup sur le côté allemand. On est société française, mais en effet, en Allemagne, ils ont cette expérience et ils sont très opérationnels puisqu'ils traitent eux-mêmes les matières. C'est déjà le cas. Il y a des exemples de recyclage chimique opérationnel en Allemagne déjà, par exemple ? Oui, il y a déjà des usines qui sont en construction. Un point qui est important, c'est plus cette filière passe de financière à opérationnelle, plus la concurrence devient naturelle. Tant qu'il s'agit de collecter les éco-participations et le reverser, finalement, on pourrait s'imaginer pourquoi il y a une concurrence. L'État pourrait très bien faire ça. Ils savent collecter l'impôt.
Il pourrait très bien le faire. Mais justement, l'éco-participation n'est pas un impôt. Il doit être utilisé pour développer, avec les metteurs en marché, une économie qui va devenir plus circulaire. Et il faut faire cette boucle entre la collecte des déchets qui devient une ressource pour les producteurs et les éco-organismes sont au cœur de ça. Évidemment, avec les recycleurs, il ne s'agit pas, le savoir-faire, il est auprès de ces entreprises de recyclage qui le font depuis des années. Il ne s'agit pas de se substituer, ce n'est pas du tout le rôle de l'éco-organisme. Compris, effectivement. Alors, 5 minutes pour terminer. Je voudrais, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, Alors, je messieurs, vais rajouter quelque chose pour bien faire comprendre François Godidec et puis après Bertrand Boin. Qu'il n'y a pas en fait d'opposition, il y a une complétude entre le recyclage mécanique et le recyclage chimique. Le recyclage mécanique aujourd'hui, il a un intérêt évident qui est son coût. Et donc... Et puis le fait que la filière est amortie, enfin les investissements sont amortis. C'est une des raisons d'ailleurs. Clairement, avant en fait, au-delà de Cosmed, j'étais directeur général d'une société cosmétique que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît. Et on arrivait en fait en PET à recycler 60%, enfin nos flacons étaient à 60% issus de PET recyclés. Mais on n'arrivait pas à monter au-delà, parce qu'au-delà, on avait en fait des problèmes, un de sourcing, et deuxièmement, des problèmes en fait de recyclage sur la nature en fait des flacons qu'on avait, en particulier, ce que je citais, les corps étrangers et la couleur. Donc en fait, pour aller à 100%, il n'y a qu'un choix. C'est compléter ce qui est précieux aujourd'hui, ce recyclage mécanique, par du PET ou d'autres matières issues du recyclage chimique. Ou bien simplifier les packaging. Alors c'est aussi en fait... C'est tout un travail. C'est tout ce que l'on fait, hein, puisque toutes les filières en fait, de reuse sont en fait sur cette logique-là. Mais là aussi, soyons clairs, les filières de reuse sont orientées sur des produits à haute valeur ajoutée. Et sur le quotidien... En tout cas pour l'instant. C'est normal, c'est le début. Exactement. Bertrand Boin. Oui, rapidement. Sur le terrain, bien évidemment, l'éco et aussi Citeo regarde vraiment les distinctions en termes de fonctionnement territorial et local. Moi, juste sur la matière et le fait que Citeo devienne opérationnel, je pense qu'on a raté une étape. Il faut absolument qu'on règle un peu tout le problème de cadre réglementaire par rapport à ça, parce qu'on passe d'une situation où Citeo était financeur à une situation où Citeo détient la matière en propre. Et nous, on a un petit problème en termes de potentiel conflit d'intérêts entre une société qui a de la matière et qui a des administrateurs que peuvent être des grosses entreprises et ces mêmes grosses entreprises qui ont besoin de matière. Moi, je suis toujours un peu gêné que l'État donne, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Nous, avant, on vendait la matière, mais cette matière-là, maintenant, nous, on doit la donner. À franc zéro, entre guillemets, à 0 €, je vais me mettre à la page un peu, à Citeo. Et Citeo va surtrier cette matière-là, mais aura les fameuses résines individuellement, et peut-être à revendre, ou peut-être pas forcément à revendre, mais à donner en priorité peut-être, et c'est ça qui me bloque un peu, à certains de ses actionnaires. Donc moi, j'aimerais qu'on définisse un cadre un peu plus précis, que ce soit pour Citeo ou pour l'éco, de toute façon, car ce sont des entreprises privées à mission, si vous voulez, mais il y a quand même un petit point là-dessus qui me perturbe par rapport à un potentiel conflit d'intérêt, et il y a des exemples là-dessus. Hein. Alors, d'accord. Alors, on termine sur ce point un peu technique, effectivement, mais qui est important sur le plan du principe. Julien Dubourg et puis Patrick Bariol aussi, on vous demandera votre avis. Donc, sur ce point-là, sur le fait que vous soyez devenu propriétaire de matière, de tonnage. Oui, bien sûr, c'est un enjeu. Rappelez-nous pourquoi vous êtes devenu c'est effectivement un enjeu propriétaire pour développer ces filières de recyclage, parce qu'il y a un moment donné où les éco-organismes mettent de l'argent pour justement assurer le surtri, mais surtout amorcer le développement de ces filières de recyclage. Donc il y a un enjeu collectif de pouvoir accélérer. Et évidemment, je partage pas les craintes, mais je comprends ce que veut dire Bertrand. Bien entendu qu'il y a un enjeu de propriété de la matière qui devient stratégique parce que dans le même temps, les pouvoirs publics imposent d'avoir une intégration de matières recyclées sur aujourd'hui un certain nombre de produits, mais demain ça peut se généraliser. Et il est évidemment important, mais je ne sais pas si c'est le cadre de l'agrément ou tout simplement les règles de concurrence où on doit respecter les règles d'appel d'offres, de liberté, et effectivement d'éviter tout conflit d'intérêts dans ces dispositions. Le mot de conclusion est pour vous, Patrick Bariol. Juste, je change de sujet, mais on est dans le sujet des éco-organismes. La loi AGEC donc, impose désormais aussi aux metteurs en marché des plans de prévention et d'éco-conception, je dis bien aux metteurs en marché, révisés tous les 5 ans. Alors,
est-ce que c'est votre rôle de les aider? Et si oui, comment faites-vous? Alors oui, ça c'est un élément supplémentaire de la loi AGEC qui va dans le sens de prévoir une atteinte d'objectifs qui sont alors à la fois les objectifs qui sont fixés par la réglementation, donc ceux-là ils sont, on va dire, imposés, et puis les objectifs que chaque entreprise se donne pour devenir plus responsable. Alors, je boucle avec ce que vous avez dit en entrée. Pourquoi on se positionne comme l'éco-organisme des entreprises responsables? C'est-à-dire qu'on pense que, comme ça, on s'adresse à toutes les entreprises qui n'intègrent pas ça, qui ne vont pas devenir responsables, qui n'intègrent pas toutes ces données, ce sont des entreprises qui n'auront pas d'avenir. Donc, voilà. L'avenir est à la collaboration entre les différents maillons, effectivement, de cet écosystème. Vous l'avez bien compris. On est face à des enjeux, vous êtes collectivement face à des enjeux qui sont colossaux, ceux de faire évoluer les filières pour mieux recycler, mieux collecter d'abord, et puis mieux trier, enfin mieux recycler avec les nouvelles technologies. Merci madame, merci messieurs. On peut applaudir nos intervenants, nos interlocuteurs de haut niveau qui ont été clairs, vous avez fait de la pédagogie. Merci beaucoup pour ça. On se retrouve dans quelques minutes à 15h. Il est 14h45, donc dans un quart d'heure. Justement, profitons-en pour parler du cadre, du contexte réglementaire à 15h avec Citeo, avec Valérie Ehrenschmidt de Citeo, qui est une spécialiste du cadre réglementaire. On rappellera toutes les conséquences de la loi AGEC, mais aussi de la loi climat et résilience. Donc, si ça vous intéresse, soyez là. Et en attendant, excellent salon à vous toutes et à vous tous.